Donc le bureau s'est invité à la maison, mais maintenant, on a de plus en plus aussi de demandes d'entreprises qui ont envie de retrouver un confort de la maison au bureau pour faire revenir leurs salariés. Donc en fait, la maison s'est aussi invitée au bureau. Capitaine! Voyons, jeune homme, Capitaine! fichu mécanique. Bonjour et bienvenue sur Captain Haddock, le podcast du Future of Work. Je m'appelle Paul Pertier, je suis CEO d'Haddock, le hub tactile, et passionné par ce sujet. Je vous amène à la rencontre des actrices et des acteurs du futur du travail sous toutes ses formes. Comment seront faites les entreprises de demain ? Quel avenir pour le freelancing, le 9 to 5, les 5 jours par semaine, et même le bureau ? Quels sont les outils pour naviguer ce monde professionnel en train de se construire ? Vous êtes prêts ? C'est parti pour notre invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Florian Clavel. Florian est cofondateur de Fairspace, qui conçoit des bureaux et des espaces de travail durables pour les entreprises. Comment penser le bureau de demain ? Comment celui-ci incarne l'entreprise ? Et comment l'upcycling et l'éco-responsable peuvent améliorer la qualité de vie au travail ? Le tout en maîtrisant le budget de l'entreprise. Nous allons aborder tous ces sujets passionnants dans une discussion honnête et spontanée avec Florian. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour Florian, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Captain Haddock. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et expliquer ce que fait Fairspace ? Salut Paul, déjà merci pour l'invitation. Alors du coup, je suis Florian en effet, cofondateur de Fairspace et nous, c'est assez simple, donc la mission qu'on fait au quotidien, c'est de créer des espaces de travail de manière durable, d'intervenir de la conception jusqu'à la livraison de ces espaces-là et du coup de proposer du mobilier durable tout simplement aux entreprises. Et le mobilier durable, il y en a plusieurs sortes. Ça va du mobilier de seconde main, de réemploi, en passant par l'upcycling qu'on voit de plus en plus, parce que ça permet d'utiliser de nouveaux matériaux qui n'avaient pas l'habitude d'être utilisés avant. On voit beaucoup de plastique recyclé, mais il n'y a pas que ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et aussi du mobilier un peu plus conventionnel, mais qui permet de compléter nos gammes, comme du mobilier éco-conçu et éco-responsable. Ok, super. Effectivement, on aura l'occasion d'aller un peu plus dans le détail de comment on fait du mobilier durable. Mais pour commencer, j'ai envie de te poser une question qui est très simple, très basique. Pourquoi c'est important pour une entreprise, les bureaux et le mobilier, surtout en 2022? Alors c'est une vaste question qui peut s'y répondre de plein de façons possibles. Déjà, c'est important parce que sans bureau, déjà, on peut pas travailler. Il y a plusieurs piliers, hein, qui empêchent de travailler, hein. Maintenant, il faut un ordinateur, il faut du Wi-Fi. Là, on en a fait les frais, on n'avait pas de Wi-Fi pendant 2 mois, c'était assez compliqué. Mais on oublie aussi que, bah, si on n'a pas de bureau et si on n'a pas de chaise, on peut pas tout simplement bosser. Donc ça, c'est la réponse vraiment basique. On a aussi besoin de mobilier ergonomique. Donc c'est hyper important maintenant aussi pour les entreprises d'apporter un certain confort à leurs salariés. Il y a aussi beaucoup de transformations autour des attentes autour des espaces de travail. Et ça aussi, on va pouvoir en discuter. Et le mobilier de bureau, mais l'espace de travail au sens large, c'est hyper important parce que c'est ce qui incarne, enfin pour moi, enfin c'est vraiment ma conviction, c'est vraiment ce qui incarne la présence physique de l'entreprise, c'est le corps physique de l'entreprise, puisqu'il y a la communication externe, il y a le site internet qui vont vraiment représenter l'entreprise sur les réseaux. Par contre, voilà, les bureaux, l'espace de travail, c'est la représentation physique de l'entreprise. Il y a les salariés évidemment, mais quand voilà, une entreprise met en avant de la modernité, des convictions, il faut que son lieu physique, son espace de travail puisse suivre derrière. Et pour moi, c'est vraiment le corps de l'entreprise, c'est l'espace de travail. Ok, super intéressant et effectivement, ça rejoint, des discussions, qu'on a eues, avec, pas mal d'invités, du podcast, notamment sur, comment on incarne l'entreprise et comment le bureau, incarne, aussi les valeurs de l'entreprise et justement, au sujet de ces valeurs, est-ce que, toi tu as constaté un changement, récemment, dans ces dernières années sur les attentes des salariés concernant, bah, comment sont faits les bureaux? Quel est le mobilier utilisé? Comment sont organisés aussi les bureaux? On ne va pas juste parler de, entre guillemets, quel est le matériel, matériaux utilisés pour, faire la chaise, mais voilà, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ouais.
Du coup, il y a plusieurs axes. Déjà sur les convictions, sur les valeurs portées par le bureau, en fait, je pense qu'il y a pas eu de révolution sur une prise de conscience, des valeurs, des entreprises. Je pense que, les salariés ont toujours eu des convictions, mais, je pense que, voilà, avant, on avait plutôt tendance à avoir ses convictions à la maison et quand on est au travail, être là pour travailler. Et le Covid, en fait, a eu, enfin, le fait de travailler chez soi pendant cette période du Covid, pour la plupart des gens, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont continué à travailler sur place, ou sur le terrain. Et ceux qui étaient chez eux, quand ils sont revenus au bureau, ils ont eu, moins envie de cacher leurs convictions et du coup, ils ont envie que maintenant leur bureau, reflète leurs convictions. Et du coup, c'est un vrai enjeu maintenant, que les entreprises, répondent aussi aux convictions de leurs salariés et que du coup les valeurs de leurs salariés soient aussi traduites, dans les entreprises. Et du coup, ça peut paraître logique comme ça, mais ça devient aussi un vrai enjeu de recrutement, puisqu'il y a des salariés qui sont vraiment, plus prêts à aller dans des entreprises, qui, ne respectent pas leurs convictions. Alors évidemment, les gens, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'un candidat va dans une entreprise ou pas, mais en tout cas, voilà, si une entreprise, affiche des valeurs environnementales, mais par contre, on arrive dans les locaux, puis on se rend compte que, les locaux sont pas modernes, on se rend compte que, l'entreprise n'a pas de politique d'achat responsable, ou incarne pas une certaine modernité, en fait, le salarié va voir qu'il y a plus adéquation, il y a pas adéquation entre un affichage externe et même ses convictions personnelles et du coup, ça va faire un frein, à aller dans ces entreprises-là. Donc en fait, moi je pense que surtout la révolution, c'est que les gens, en fait, la barrière entre le perso et le pro allait tomber. Et alors moi, j'ai tendance à dire qu'il faut quand même garder un certain équilibre vie pro vie perso, mais dans ce sens-là, je trouve que c'est plutôt bénéfique et que les gens, ils ont arrêté d'être une personne différente entre chez soi et au travail. Et moi, j'ai toujours prôné ça, j'ai toujours été, la même personne au travail et à la maison, heu, à mon détriment parfois, mais je pense que c'est une bonne chose, et qu'il faut, vraiment porter ses convictions au bureau et c'est ça qui va faire avancer les choses. Que ça soit, sur l'ambiance au bureau, sur la façon de travailler, sur le respect de certaines, pratiques managériales aussi et aussi sur les convictions et notamment sur, la transition écologique des entreprises, qui est pour nous, du coup, la mission à laquelle on s'attaque avec Fairspace, parmi aussi d'autres axes. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui a changé. Et c'est cette barrière qui est tombée entre le bureau et la maison. Et je finirai là-dessus sur ce point. On a dit que le bureau s'est invité à la maison. Maintenant, on a tous des postes de télétravail, alors plus ou moins bien équipés, mais il y en a qui sont vraiment allés très loin et qui ont créé un mini open space chez eux. Donc le bureau s'est invité à la maison, mais maintenant, on a de plus en plus aussi de demandes d'entreprises qui ont envie de retrouver un confort de la maison au bureau pour faire revenir leurs salariés. Donc en fait, la maison s'est aussi invitée au bureau. Et du coup, c'est vraiment un échange dans les deux sens. Et moi, j'aime bien le dire, voilà, le bureau s'est invité à la maison, mais la maison s'invite aussi au bureau. Ouais, carrément. Et effectivement, c'est très intéressant parce que ta réflexion, elle dépasse, le mobilier et je dirais l'aménagement très basique comme on pouvait le concevoir autrefois, de dire, tu un bureau, bon, il va te falloir, une table par personne, une chaise et à la rigueur un écran et allez le petit, truc de tiroir, tout moche, sous le bureau, qui suffisait à incarner la place du ou de la salariée au bureau au sein de l'environnement de travail. Il y a un point qui m'a marqué dans ce que tu as dit également et qui peut paraître un peu, comment dire, un peu paradoxal, c'est que tu dis à la fois il faut que le bureau soit moderne et en même temps tu parles de matériaux éco-responsables, upcyclés, etc. Alors, pendant longtemps, l'image du bureau moderne, c'était du verre, du métal, des formes très droites et comment dire, assez, voilà, l'image corporate, j'ai envie de dire, un peu du bureau d'avocat comme dans la série Suits, avec tout qui est parfait et nickel. Est-ce que ça aussi, ça a beaucoup évolué et est-ce qu'on peut faire un bureau moderne avec des meubles upcyclés? Ouais, c'est une super question parce que, on a souvent alors nous, on est sur un créneau de durabilité et on a encore pas mal d'a priori, mais qui sont en train d'être, quand même pas mal, balayés par, toutes les avancées dans ce secteur-là et ces a priori-là, ils sont encore portés sur, voilà, sur, les meubles upcyclés ou, de réemploi. C'est, encore le meuble palette, le meuble chiné, le meuble de brocante. Alors nous, on est sur le B2B,
Donc forcément, les gens s'attendent pas forcément à avoir du meuble palette dans leurs aménagements qu'on va proposer. Et nous, vraiment, on a à cœur déjà de montrer que sur le réemploi, le reconditionné, on a des produits de très haute qualité et dont on va vraiment très peu voir la différence avec le neuf. Moi, j'aime bien dire que entre un produit, par exemple une chaise ergonomique de bureau, enfin réemployée et reconditionnée, et une chaise de bureau neuve, grosso modo, l'écart de perception visuelle, ça va être grosso modo comme si une chaise neuve avait vécu 6 mois, quoi. Donc en fait, une chaise neuve, si tu la mets 6 mois dans un bureau, elle va se cogner, elle va avoir des micro-rayures. Grosso modo, nous, quand on installe des chaises reconditionnées, c'est un peu l'état que nous, on observe sur ces chaises-là. Donc finalement, c'est presque proche du neuf. Donc ça, c'est pour le réemploi. Donc maintenant, on a les filières qui ont vraiment fait des progrès et qui savent reconditionner ce mobilier de bureau qui est à la base très qualitatif, hein. On a voilà, souvent des marques, vu que les entreprises ont quand même eu, grosso modo, pour la plupart, comme une charte de qualité à respecter depuis 10 ans environ. Elles sont tournées vers des fournisseurs qui sont quand même assez ambitieux en termes de qualité. Donc, elles ont fait du mobilier qui est fait pour durer longtemps. Et donc, c'est possible de le reconditionner de manière très efficace et de lui allonger sa durée de vie. Donc, ça, c'est pour le réemploi. Et sur l'upcycling, en effet, là, on peut apporter de la modernité. Et la modernité, en fait, elle se situe dans les matériaux qu'on va amener. Alors, le plastique recyclé, on peut avoir des effets marbrés incroyables avec des meubles faits en bouchons de plastique recyclé. On a un fournisseur qui fait des plateaux de table avec des volants de badminton recyclés. Finalement, la modernité, c'est aussi synonyme d'innovation en matériaux, innovation en texture aussi. Du coup, la personne va s'asseoir sur une table, elle va la toucher, elle va trouver que c'est une texture qui est pas lisse, qui va vraiment l'intriguer. Et c'est ça aussi la modernité. C'est plus la modernité dans le sens une modernité normée sur des monomatériaux, verre ou métal, comme on a pu voir dans la plupart des aménagements de la défense, hein, des années 2000, des grands open space, des grands plateaux. Finalement, on a tout ouvert, on a mis du super mobilier, hein, de très bonne qualité, mais finalement, c'était très standardisé. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur un de ces plateaux. Je suis arrivé, j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'était ça aussi la modernité post-études. Mais finalement, tu te rends compte rapidement que c'est pas propice d'une part à la créativité, aux échanges, parce que dans un open space de 200 personnes, très froid, personne se dit bonjour, personne se dit au revoir. C'est assez oppressant finalement par la froideur que ces espaces apportent. Et donc, pour moi, maintenant, la modernité, c'est voilà, créer des espaces qui ressemblent aux entreprises avec des matériaux innovants et aussi en apportant des pratiques d'achat responsable. Ok. Et est-ce qu'il y a une dimension économique? C'est-à-dire, est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est... alors, je parle pas que du coût d'acquisition, mais plutôt le coût total de possession. Finalement, est-ce que ça va être un abaissement des coûts pour l'entreprise, ou au contraire, est-ce que faire cette démarche d'achat responsable, ça va augmenter les charges de l'entreprise? Alors du coup, je vais faire la réponse de Normand, ça dépend. Et paradoxalement, là où tu dis que, et moi je trouve que c'est vraiment un paradoxe, là où tu dis que les gens pensent que, la qualité va pas être au rendez-vous sur l'aménagement durable et je vais avoir un aménagement chiné style brocante et tout, bah, les gens ont peur que ça soit trop plus cher que du neuf. Et moi je trouve ça paradoxal parce que c'est pas concordant avec leur a priori. Et du coup, moi, je suis toujours surpris de la non-concordance des a priori des gens. Et non, en effet, donc le budget, ça dépend. Le réemploi, c'est forcément moins cher que le neuf équivalent, mais à des niveaux assez impressionnants, puisqu'on peut accéder à des produits à 30 ou 50% le prix du neuf équivalent. Donc, je parle pas en pourcentage de remise, hein, mais en pourcentage du prix du neuf équivalent. Et ce qui nous permet parfois de proposer des sièges de bureau ergonomiques à 200 euros, là où ils coûtent 800 euros neuf. Donc, par exemple, une entreprise qui a 200 euros de budget pour un siège, au lieu d'aller se sourcer un siège neuf à 200 euros, si elle achète un siège de réemploi à 200 euros, bah, elle aura accès à des prestations bien plus élevées en matière d'ergonomie et même en qualité de siège, versus acheter un siège neuf à 200 euros. Donc il y a vraiment accès à un gain de qualité pour un budget défini. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mixer les solutions. Euh, donc nous, on travaille, donc nous, c'est un vrai travail de conception et d'architecture d'intérieur, de compréhension de l'espace, et aussi de compréhension des usages, même en amont de la conception architecturale, puisque chaque entreprise va travailler de façon différente, donc ça va avoir une déclinaison différente sur l'aménagement des espaces.
Par exemple, je prends l'exemple d'entreprises qui ont des sièges, plusieurs sièges en France ou même des sièges à l'étranger, donc vont avoir beaucoup de visioconférences. On va pas l'aménager de la même façon une entreprise qui a un monosiège où les gens sont très massivement présents et du coup là, on va plutôt créer des lieux d'échange sur site. Donc ça, c'est pour un exemple. Et nous, ce qu'on aime bien faire, donc c'est découper l'espace en. Donc, grosso modo, je vais vraiment ultra simplifier, mais il y a deux sections. Il y a la zone de travail et il y a les zones informelles. La zone de travail, c'est là où on va vraiment se concentrer, produire. Et cette zone-là, donc il faut être bien assis, il faut pouvoir se concentrer longtemps, il faut pouvoir vraiment être dans des bonnes conditions de travail. Pour cette zone-là, nous, on privilégie le réemploi à 100%, puisque toutes les filières actuellement sont prêtes pour fournir du matériel de bureau et de travail qui est très qualitatif. Et il y a un vrai enjeu de maximiser cette filière de réemploi, puisque actuellement, il y a encore beaucoup d'entreprises, quand elles déménagent, qui vont se débarrasser de leur mobilier, même s'il est en très bon état. Alors, c'est pas par un manque de conviction, mais c'est parce que parfois, ça coûte plus cher de transférer son mobilier d'une zone A à B plutôt que de le mettre dans une benne, hein, grosso modo, on va parler franchement, ce qui est un peu un non-sens, mais bon, après, les entreprises ont tellement de choses à gérer dans le cadre d'un déménagement que elles savent plus quoi faire et la date de déménagement approche et elles mettent leur mobilier à la benne. Donc nous, on va vraiment essayer de maximiser cette filière de réemploi. Et pour les zones informelles, on va amener les autres solutions d'upcycling, d'éco-conception et d'éco-responsabilité, ce qui permet de créer des espaces dynamiques en termes de matériaux, de couleurs, et aussi qui vont changer de ce qu'on a l'habitude de voir de d'habitude et qui vont vraiment créer des zones d'échange, des zones de convivialité qui vont vraiment stimuler les salariés. Et en combinant les deux, finalement, on arrive à vraiment toujours respecter le budget de nos clients. Le budget, c'est un vrai entrant pour nous. On demande systématiquement le budget. Alors, quand c'est un budget qui est un peu en dessous même du marché, du niveau, on a aussi un rôle de conseil à apporter aux clients. Et ensuite, on met le curseur en fonction aussi du budget du client. Mais globalement, on est soit en dessous, soit au niveau du marché. Et même après, s'il y a des clients qui ont un budget pour se faire plaisir et qui ont envie d'avoir accès à du mobilier qui sort vraiment de l'ordinaire, voire à la limite du luxe, ça existe même en durable et on peut aller chercher ce type de mobilier-là. J'interromps une seconde cette discussion passionnante avec Florian pour vous rappeler que Captain Haddock est un podcast produit par Haddock le Hub Tactile. Nous développons des outils de collaboration basés sur la projection tactile. En lien avec notre discussion du jour, j'en profite pour rappeler qu'un hub tactile Haddock est 4,5 fois moins émetteur de CO2 sur l'ensemble de sa durée de vie comparé à un écran équivalent. Vous aurez plus d'informations sur le sujet sur notre site getaddock.com. Getadok.com. On reprend. J'ai deux questions à la suite de ça. Je vais éviter de te les poser en même temps pour clarifier le propos. La première, c'est tu évoquais deux zones. La zone, je dirais, de travail productif, entre guillemets, et ensuite la zone plus informelle. Est-ce que justement, tu as observé une tendance vers des bureaux où ces deux zones ces deux espaces sont de plus en plus entremêlés, où finalement on va vers beaucoup plus de flexibilité, de mobilité entre les espaces et même de reconversion des espaces en fonction des besoins? Je te pose cette question parce que récemment, j'ai visité un lieu assez génial à Lille qui s'appelle le Garage Expérience et qui fait à la fois magasin, restaurant, lieu d'accueil du public pour des événements et bureau. Et tout est pensé pour être reconfiguré, repensé, et ils ont fait un travail de réflexion assez exceptionnel sur justement la versatilité des espaces. Est-ce que c'est une demande que vous voyez de plus en plus? Ouais, c'est tout à fait dans la globalité de la révolution du bureau qu'on est en train de voir, mais c'est pas la révolution du bureau, c'est la révolution du travail au sens large, hein. C'est quelque chose qui est en plein dedans. Euh, il y a besoin d'avoir des espaces hybrides qui ont plusieurs usages au fil de la journée. Donc, il faut connaître à la fois tes populations, c'est-à-dire est-ce que ta population de bureaux est sédentaire, est-ce que tu as une grande part de nomades, puisque ça aussi, ça va tirer la part d'hybridation de tes espaces.
globalement, si une entreprise est 100% sédentaire, on va plutôt être sur un modèle classique. Et ensuite, si le curseur de personnes nomades ou de visiteurs est de plus en plus importante, c'est là où ça va apporter un grand besoin de flexibilité et de versatilité des espaces, notamment avec tout ce qu'on a entendu sur le flex office. Alors, on a entendu beaucoup de choses. Le flex office, c'est une bonne chose, il faut juste pas l'appliquer sur étagère. C'est comme tout, hein, faut très bien se connaître avant d'appliquer les choses. Et grosso modo, voilà, c'est des transformations. Faut pas se transformer sur un catalogue. Faut pas se dire bon, le flex office c'est génial. On passe en flex office du jour au lendemain. Il y a un travail à moins à faire. Et sur les espaces, on l'observe, notamment sur les espaces cafétéria, les espaces de pause. En fait, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de travailler dans ces espaces-là. Alors nous, on le fait de différentes manières. Hein. Concrètement, comment ça se passe pour rendre ces espaces versatiles? On met de plus en plus de mobilier à roulettes. Alors c'est très concret, mais voilà, c'est une demande qui explose d'avoir des tables à roulettes, alors qu'ils sont 80% dans une configuration et 20% les clients veulent tout changer. Donc là, les roulettes, ça permet vraiment de transformer l'espace, soit en conférence, soit en réception, vraiment changer vraiment au gré de leurs envies. Et ils n'ont pas besoin de porter 25 tables qui peuvent quand même être assez lourdes. Donc les roulettes, ça paraît bateau, mais ça permet vraiment de transformer un espace de manière hyper rapide. Les box acoustiques aussi, on en entend parler, mais voilà, là je suis actuellement dans une box acoustique qui est dans notre espace de pause à nous, donc dans notre cuisine. C'est aussi un moyen de rendre hybride son espace, puisque voilà, nous, notre cuisine, on n'avait pas envie de l'utiliser que le midi. On a mis une box acoustique de place dans notre cuisine et ça permet voilà, d'avoir une salle de réunion supplémentaire et d'utiliser l'espace aussi dans la journée. En fait, toute cette connaissance de l'utilisation de son espace pendant la journée, c'est théorisé, hein, ça s'appelle la chronotopie. On a sorti un article d'ailleurs, Marion, mon associé, a sorti un article sur notre blog. C'est vraiment très théorique. Il y a vraiment des études réalisées là-dessus. Et en effet, les entreprises ne veulent plus avoir des espaces qui sont utilisés que pour 2 heures. Et sur les espaces de réunion aussi, on a des espaces de réunion maintenant qui sont de plus en plus petits parce qu'avec la visio, ça rétrécit les espaces. On a aussi un besoin de collaboratif de plus en plus élevé. Et justement, je pense qu'en posant la question, toi, tu es pleinement dedans aussi avec Adoc. Et vous avez une solution qui est transportable et qui est tactile. Donc je sais pas si toi aussi tu es confronté beaucoup à cette demande-là, mais moi, je pense que vous avez une solution qui répond aussi à ce besoin-là. Exactement, exactement, et ça fait une parfaite transition sur le sujet suivant, et qui était ma deuxième question, qui est quelle place pour les outils technologiques là-dedans? Puisque en tant que nous, fabricants de hardware, on en a énormément conscience. L'impact environnemental de la tech est un sujet. En tant que producteur de hardware, on produit un objet nouveau, ça a un impact. Il faut des matières premières, il faut de l'énergie, il faut le transporter. Et ensuite, pendant sa durée de vie, il consomme de l'électricité. Donc, c'est des sujets que nous, on cherche à optimiser au maximum. Hein. Ça fait vraiment partie de nos valeurs. Mais du coup, tu parlais de votre aussi dimension conseil auprès de vos clients. Est-ce que dans votre démarche d'aménagement et de mobilier durable, éco-responsable, vous intégrez un conseil sur quels sont les choix technologiques que peuvent faire vos clients pour aménager leur bureau? Alors, nous, on reste sur notre expertise qui est déjà bien large d'aménagement. Mais après, on commence maintenant à avoir identifié un écosystème quand même qui est en perpétuel mouvement et qui change tous les jours. Donc, en fait, voilà, transition écologique, ça veut pas dire retour en arrière et renoncer à l'innovation. Et pour moi, il y a plein de moyens en fait de garantir une responsabilité, même dans le hardware. Enfin, voilà, on a besoin. Là, on est sur une solution en ligne. C'est illusoire de penser qu'on n'a pas besoin de solutions hardware. Pour nous, on a des fournisseurs qui développent des solutions hardware. Pour moi, la box acoustique, c'est une solution hardware. Du coup, pour moi, le hardware responsable, a autant sa place dans la révolution, cette modernisation du bureau, qu'un aménagement responsable. Et on sait orienter les clients en fonction de leurs besoins vers des partenaires ou vers un écosystème qu'on a identifié. Justement, ce travail amont, nous, on a la chance d'arriver très en amont dans les projets. Et en fait, on identifie très rapidement les irritants des clients.
Et du coup, en fonction des irritants, maintenant on commence à avoir aussi une bonne idée des solutions qui existent et on arrive à les orienter, vers les personnes, avec qui on partage à la fois des valeurs et on sait qu'ils vont apporter justement une solution aux clients et qui sont juste, pas là pour juste vendre du produit pour vendre du produit, quoi. Et ce qu'on observe en fait dans cet écosystème-là qui se met en place et qui est encore, en frétillement par rapport au système, enfin au système mis en place depuis des dizaines d'années, c'est des entreprises qui sont à peu près toutes de la même taille et qui font bouger le marché à une vitesse folle et qui partagent des convictions qui sont hyper similaires, quoi. Qu'il faut moderniser le bureau, qu'il y a un nouvel élan, qui est à la fois responsable et qui facilite les interactions entre les gens. Donc moi déjà ça me donne pas mal espoir en le monde du travail de demain. Parce qu'on y reviendra à la fin, ce sera peut-être la conclusion, mais quand j'entends que le bureau va disparaître, moi j'y crois pas du tout. Et c'est justement ça qui va donner envie aux gens de continuer de bosser sur des projets, de se déplacer, de venir au bureau, de pouvoir travailler de chez eux, de personnaliser son interaction avec les gens de son équipe. Et pour revenir sur une solution terre à terre sur comment rendre le hardware responsable, il y en a plein qui existent, hein. Nous, par exemple, on fait de la location longue durée sur notre mobilier. On apporte une garantie circulaire supplémentaire sur la durée d'engagement avec le client. C'est-à-dire, si une chaise casse, si un bureau casse, on vient soit le réparer sur place, soit on le répare chez nous si c'est pas possible et on l'échange par un mobilier équivalent. Et je sais que sur le hardware, ça se fait beaucoup. Je sais pas si chez Adoc, vous êtes familier du leasing aussi. Ouais, ouais, complètement. Alors, on commence, nous, on fournit depuis peu aussi, des haddock, reconditionnés, donc par nous, on passe pas par une plateforme externe, hein, mais on le fait, avec, soit des produits qui ont été, prêtés, testés, renvoyés, pour X ou Y, raison et donc on le propose. Et oui, oui, c'est complètement des démarches, qu'on met en place et comme je te disais, on a conscience de l'impact, de ce qu'on fait, mais on cherche à le réduire au maximum et surtout aussi comment on se compare par rapport aux autres, solutions, potentielles du marché. Et ça, c'est vraiment, des choses, qui deviennent aujourd'hui des arguments commerciaux forts pour Haddock. Est-ce que tu vois une différence, dans la phase de vente? Est-ce que c'est une question qui vient dans la phase de vente, l'éco-responsabilité, la phase de recyclage aussi du produit? Parce que ça, je pense qu'il y a 5 ans, les clients ne posaient pas du tout la question. Est-ce que tu le vois dans la phase de prospection? Alors, c'est pas une question posée, je dirais, c'est plutôt une, préoccupation, partagée par, les clients. C'est-à-dire qu'en discutant avec eux, ils vont me dire: «Ah oui et d'ailleurs, tout ce qui était nos objectifs de réduction, d'impact et cetera, 2030, ah bah, on les a abaissés à 2025. Donc ça devient notre top priorité». Donc et cetera et maintenant, il y a même des budgets dédiés à ça, dans des boîtes, où il y a 5 ans, c'était, vaguement un département RSE un peu enterré, sans budget, qui était, je dirais, le parent pauvre de l'action, de la boîte. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair et puis, après je trouve sur votre solution, parce que là je réfléchissais au hardware que j'ai l'habitude de voir dans des salles de réunion. Le fait que ça soit pas amovible, le hardware classique, c'est que tu as un écran, une pieuvre, un vidéoprojecteur. En fait, tu es obligé de le dupliquer par X salles. Je pense à certains acteurs historiques qui ont des milliers de salles de réunion. Du coup, il fallait le dupliquer sur des milliers de salles. Maintenant, je pense qu'avec du hardware comme Haddock qui peut se déplacer, si tu as 10 salles de réunion, par exemple, tu peux avoir 5 Haddock, parce que tes 10 salles de réunion sont rarement occupées tout le temps en même temps, quoi. Donc ça permet aussi d'avoir une espèce de sobriété en termes d'équipement, qui aussi permet de garantir une sobriété en termes de budget. Donc finalement, je pense que dans le fait de pouvoir déplacer ce hardware-là, il y a aussi une des clés d'un pas vers une entreprise un peu plus sobre numériquement, quoi. Tout à fait. Tu as parfaitement résumé, le sujet. Je voudrais, maintenant, te poser la question puisque tu parlais d'un article, sur votre blog que tu sembles, enfin vous semblez en tout cas chez Fairspace aussi sortir de simplement, le côté très opérationnel, mais mettre un peu de hauteur, sur ce débat. Est-ce que tu as des recommandations de lecture, de podcasts, de documentaires, sur, les gens qui seraient curieux, de, tous ces sujets de futur du bureau, futur du travail, impact environnemental, durabilité, du numérique, du bureau, de tout ça.
Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu peux nous recommander? Et je mettrai pareil les liens, si possible, dans la description de l'épisode. Ouais, alors faut savoir que moi je suis pas un grand consommateur, je suis pas un grand consommateur de presse, enfin de contenu, pro. Je trouve que notre quotidien est en fait, je passe ma journée sur LinkedIn, donc déjà j'absorbe énormément d'infos sur le bureau, sur les transformations et en fait, c'est un peu ça ma veille. C'est ça que je voulais dire. Après je vais donner quelques ressources, hein, mais Mais justement, est-ce que tu même, sur LinkedIn, est-ce que tu as des personnes à suivre absolument pour, parce que voilà, hein, ça c'est complètement une action que les gens, qui écoutent le podcast peuvent faire, aller s'abonner, à telle ou telle personne sur LinkedIn qui partage des contenus, passionnants. ouais, exactement, exactement. Non, mais je voulais faire cette intro là parce que j'ai une espèce de aussi de je sais pas si c'est une admiration, mais en tout cas, je trouve ça, enfin, je trouve ça impressionnant les gens qui arrivent, en plus de leur quotidien, de leur travail et de leur veille qu'ils font sur LinkedIn dans le cadre de leur activité ou le développement de leur entreprise, en plus d'aller toujours chercher autre chose. Alors je le fais de temps en temps quand j'ai le temps et tout, mais moi je suis plus un curieux et je me laisse plutôt au gré de mes recherches aller rebondir sur des choses. Après, j'ai des ressources évidemment. Sur l'éco-responsabilité, moi j'adore suivre le compte de Sami.eco. Donc Sami, ils font de la pesée, enfin ils font de l'évaluation pardon du bilan carbone des entreprises. Et sur leur compte LinkedIn, ils s'amusent à faire des pesées carbone, ce qu'ils appellent des pesées carbone, et ils comparent en fait les émissions de CO2 de choses du quotidien entre elles, des choses qui paraissent vraiment banales. Et le but, c'est sous format de petits sondages, et c'est de deviner qu'est-ce qui émet le plus dans notre quotidien. Et c'est hyper ludique et ça rend vraiment la pesée CO2 hyper ludique. Donc vraiment, si vous voulez apprendre en flash des choses et de manière ludique, vous pouvez suivre le compte de Sami, donc SAMI. Après sur le bureau en effet, moi j'étais tombé sur le compte de Camille Rabineau, qui est expert du lab Welcome to the Jungle, avec qui maintenant on échange et on vient de faire une conférence d'ailleurs à enfin l'Office Manager Summit, et qui prend beaucoup la parole sur les transformations du bureau, mais non, il y a le bureau, l'entité physique, et aussi sur les usages du bureau. Et moi j'adore parce qu'elle a vraiment une vision 360 sur le bureau. Donc voilà, elle a un blog sur son site Comme on travaille, donc son site s'appelle Comme on travaille, et elle fait pas mal de papiers sur le blog de Welcome to the Jungle. Donc voilà, c'est aussi intéressant à lire et c'est très qualifié. Et après, comme je l'ai dit, moi, j'ai une veille permanente sur LinkedIn. Je commence à avoir un réseau qualifié. Après, moi, j'aime bien aussi être curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de leur bureau, qui sont pas forcément influenceurs du bureau entre guillemets. Et c'est ce qui permet aussi de voir un peu comment se transforme le bureau de chacun. Et ça m'arrive souvent de demander aux gens si je peux visiter leur bureau. Alors ça marche rarement, parce que les gens trouvent ça un peu bizarre que quelqu'un qui connaissent pas leur demande est-ce que je peux venir visiter leur bureau. Mais voilà, je désespère pas que je puisse faire de belles visites. Mais voilà. Ouais, bah, cool. Non, c'est une bonne méthode, j'aime bien, c'est bizarre d'ailleurs que les gens, soient pas plus ouverts, à ça parce que je pense, alors bon, effectivement, c'était pré-Covid, mais dans la Silicon Valley, les grandes boîtes, célèbres, Google et autres, organisaient des visites de leur campus, comme on visiterait, des universités ou des monuments, c'était, vraiment un truc, institutionnalisé chez eux, quoi. Ouais, c'est clair. Après, moi, je pense que j'ai beaucoup demandé sorti du Covid, et je pense que les gens étaient pas très partants, pas très chauds que quelqu'un vienne visiter les locaux alors qu'ils sortaient du Covid. Et c'était tout juste le retour au bureau. Et je pense qu'il y a eu une petite peur. Il y avait à la fois une envie de revenir au bureau, mais il y avait aussi une petite peur qu'on retourne tous chez soi d'un coup, quoi. Parce qu'il y a une petite lassitude de la maison. Le télétravail, c'est bien. Tout le monde est attaché au télétravail et ça va se perdurer. Mais c'est bien de se retrouver de temps en temps au bureau. Voilà. Je pense que c'est pour ça que les gens voulaient pas aussi. OK. Bah, ça me fait une bonne transition avec, notre dernière question, qui est, un exercice un peu plus, prospectif, Mm. d'imagination, j'ai envie de dire. Et tu l'as dit, le bureau, n'est pas mort, les gens ont envie de retourner au bureau, étaient contents de retourner au bureau, apprécient, se retrouver. Et du coup, comment est-ce que toi, tu imagines le bureau dans 5 ans? Ouais. Alors déjà dans 5 ans sur l'aspect de la durabilité, moi je pense que ça sera un des critères, enfin ce sera dans les critères de tout projet de transformation de bureau. Parce qu'on l'observe de plus en plus, il y a une accélération. Moi je pense qu'il faut commencer à tester s'il y a
des gens qui aménagent des bureaux en interne, qui nous écoutent, c'est bien de commencer à se familiariser puisque ça commencera à être la norme de plus en plus et un jour peut-être que ça sera contraint. Il faut savoir que là, dans le public, c'est contraint par la loi AGEC. Donc, les établissements publics ont obligation de sourcer à hauteur de 20% en mobilier durable, donc soit réemploi, soit upcycling. Et grosso modo, personne n'était préparé et c'est vécu plus comme une difficulté que comme une opportunité. Bon, maintenant, voilà, faut que les filières se mettent en place et qu'on montre que c'est aussi l'occasion de tester des nouvelles choses, d'apporter des éléments différenciants dans les espaces de ces établissements publics. Donc, grosso modo, pour moi, déjà, un des premiers changements, c'est que l'éco-responsabilité au sens large va s'inviter dans les bureaux. Et après, pour moi, le bureau, en effet, il n'est pas mort. Là, vraiment, j'entendais à la radio cette semaine que 10% des gens pensent que le bureau aura disparu. Alors, je ne sais plus si c'était 10 ans ou 5 ans, l'échéance temporelle. Je sais pas qu'ils ont interrogé, mais 10%, ça me paraît énorme et j'y crois pas trop. Moi, je les ai jamais rencontrés, ces 10%. Ah non, c'est clair et moi, ça m'a surpris. Parce que moi, je pense, moi, j'ai commencé à travailler, il y avait pas le Covid, hein, mais je pense déjà à ceux qui ont commencé à bosser post-diplôme pendant le Covid. Je pense que ça a été assez dur pour l'onboarding de commencer à travailler à distance sans avoir les codes de l'entreprise pour apprendre à full distanciel. Nous, ça nous a fait, au début, clairement, c'était un changement hein, d'être en 100% télétravail. Donc, je pense qu'il y a eu une espèce d'excitation à la nouveauté. Mais pour ceux qui ont commencé à bosser pendant ce moment-là, je pense que ça a été assez dur. Moi, je crois pas du tout à la disparition du bureau. Mais quand on dit ça, je crois vraiment à une hyper personnalisation du bureau, en revanche. Et on commence vraiment à l'observer aussi dans les demandes des clients. En fait, il n'y a plus un seul bureau qui va se ressembler, puisqu'il n'y a plus une seule équipe qui travaille de la même façon. Il y a des équipes qui sont éclatées dans toute la France. Il y a des bureaux où il y a 50% de remote, il y a 50% de sédentaires. Il y a des équipes où il y a un gros siège à Paris et il y a 2 petits sièges en région. Voilà. Et en fait, ça va continuer de se développer. Et ça continue de vibrer en fait. Et il va y avoir vraiment une hyper personnalisation de ces modes de travail, bien aidé par la technologie, hein, parce qu'on peut le faire, parce qu'on peut travailler à distance, on peut tout mettre sur un drive. Clairement, si on oublie son PC au bureau, on peut prendre n'importe quel PC. Et alors ça, c'est vrai pour les startups et les petites entreprises, hein, mais les grands groupes, je pense qu'ils vont aussi y tendre. Ah bah tu sais, mais même aujourd'hui avec des outils comme Office 365 de Microsoft, hein, sans leur faire de la pub, hein, on le voit de manière complètement intégrée chez des boîtes du CAC 40. Tu prends n'importe quel PC, tu retrouves 90% de ton environnement de travail en te connectant à ça. Hein. Et c'est pas vrai que chez les startups et les boîtes ultra tech. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, je suis un peu biaisé par mes dernières années. Mais en effet, et c'est une bonne chose. Donc là, la technologie, elle a vraiment son sens. Et par contre, voilà, le bureau, il va continuer d'exister. Il va falloir continuer de fédérer les équipes autour de lieux de vie forts. Et du coup, évidemment, la zone bureau de travail dont on parlait tout à l'heure, elle recule, elle diminue. Par contre, on va créer des zones de convivialité, des zones où on peut travailler de manière un peu plus collaborative, où on peut réunir ses équipes. Et voilà, donc pour moi, le mot, si je dois résumer en un mot à la transformation des bureaux dans 5 ans, c'est que ça sera hyper personnalisé. Bah super, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup Florian d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager tes insights sur le bureau, sur l'impact environnemental et la durabilité du mobilier et du bureau en tant qu'espace. C'était vraiment passionnant et je partagerai également bien évidemment le site de Fairspace et je vous encourage à aller faire un tour sur votre site et à rentrer en contact avec vous si vous avez des projets de nouveaux bureaux. Salut Paul. Merci Florian, salut. J'ai beaucoup apprécié le naturel et le franc-parler de Florian. J'espère que vous en avez autant appris que moi lors de cet épisode. En tout cas, personnellement, je fonce lire l'article de Fairspace sur la chronotopie, que je ne connaissais pas. À très vite dans un prochain épisode de Captain Haddock.